Il est 18h32, un mardi de janvier. Marie rentre du travail, allume la lumière de son salon. Et rien. Pas de lumière, pas de chauffage. Son téléphone affiche 23% de batterie. Dehors, tout le quartier est plongé dans le noir. Ce qui commence comme un simple désagrément va devenir l'une des semaines les plus révélatrices de sa vie. Pas parce que c'était une catastrophe, mais parce qu'elle a découvert à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous pouvons être résilients. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire réelle d'une panne électrique de 5 jours et pourquoi les personnes préparées n'ont pas seulement survécu, elles ont prospéré. Marie pense que c'est temporaire. Elle allume des bougies, trouve ça même un peu romantique. Son voisin Thomas, lui, sort immédiatement sa lampe frontale et son réchaud à gaz. Il fait chauffer de l'eau pour du thé et propose à Marie de venir partager. « Tu as tout ça chez toi ?» demande Marie, surprise. Thomas sourit. « Depuis la tempête de 2019, je me suis juré de ne plus jamais être pris au dépourvu. Le cerveau humain est câblé pour l'optimisme à court terme. On pense « ça va revenir dans 1 heure, 2 heures maximum ». C'est cette pensée qui pousse la plupart des gens à ne rien faire. Pendant ce temps, les personnes préparées activent immédiatement leur protocole, remplir toutes les baignoires et récipients d'eau avant que la pression ne baisse, vérifier les stocks de nourriture, charger tous les appareils sur les batteries de secours, regrouper les couvertures et vêtements chauds. Marie mange les produits frais de son frigo en se disant qu'elle ira faire des courses demain. Thomas, lui, garde son frigo fermé au maximum et commence par consommer ses réserves non périssables. Il sait que son frigo peut rester froid 24 heures s'il ne l'ouvre pas. La nuit tombe à 5 degrés C. Marie s'endort sous toutes ses couvertures, son téléphone à 8% de batterie. Marie se réveille frigorifiée. Il fait 12 degrés dans son appartement. Son téléphone est mort. Dehors, elle découvre que les magasins sont fermés ou pris d'assaut. Les distributeurs ne fonctionnent pas. Pas de carte bancaire possible. C'est le moment où la panique commence à s'installer chez beaucoup de gens. Des études sur les catastrophes montrent que le 2e jour est critique. C'est là où l'espoir devient inquiétude. Les gens commencent à réaliser que leurs habitudes modernes, commander de la nourriture, utiliser leur smartphone, allumer le chauffage, ne fonctionnent plus. Les comportements se divisent en 3 catégories. Les paniqués qui épuisent leurs ressources rapidement, les improvisateurs qui cherchent des solutions au fur et à mesure, et les préparés qui suivent un plan établi. Thomas invite Marie et 2 autres voisins. Il a un réchaud à gaz avec plusieurs cartouches, 20 litres d'eau stockée, des conserves pour 2 semaines, une radio à manivelle pour les informations et des lampes frontales avec des piles. Investissement total, environ 115 €. Mais surtout, une mentalité. « Je ne suis pas un survivaliste extrême », explique-t-il. « Je suis juste réaliste. L'électricité n'est pas un droit naturel, c'est une infrastructure qui peut tomber en panne. Les hôpitaux fonctionnent sur générateur. Les personnes âgées isolées commencent à avoir froid. Les solidarités de quartier s'organisent, mais trop lentement pour certains. Marie réalise quelque chose d'important. Elle dépend entièrement d'un système qu'elle ne contrôle pas. Le cerveau humain est remarquable. En 72 heures, on s'adapte. Mais l'adaptation est beaucoup plus facile quand on a les outils. La pression d'eau a baissé. Les toilettes ne fonctionnent plus normalement. Thomas montre comment utiliser l'eau stockée pour chasser intelligemment. Une chasse égale un seau d'eau versé rapidement dans la cuvette. Le frigo de Marie est perdu. Thomas sort sa glacière, montre comment utiliser la neige extérieure comme réfrigérateur naturel. En hiver, la nature fait le travail, dit-il. Il fait maintenant 8 degrés C dans les appartements non préparés. Thomas a créé une pièce chaude, une seule chambre où il concentre la chaleur corporelle, fermée par des couvertures aux portes. Température 15 degrés, supportable avec des vêtements chauds.
Ce qui sépare les préparés des non préparés n'est pas l'équipement, c'est la connaissance. Thomas sait que le corps humain peut supporter le froid s'il est sec et nourri, que 3 couches de vêtements valent mieux qu'un gros manteau, que la déshydratation est un danger même en hiver, et que le moral affecte directement la capacité de survie. Il organise des soirées de quartier à la bougie. Il partage ses ressources intelligemment. Il maintient une routine, réveil, repas chaud, activités pour rester occupé. Dans d'autres parties de la ville, les tensions augmentent. Certains commerces sont cambriolés. Des gens brûlent leurs meubles pour se chauffer, créant des risques d'incendie. La préparation n'est pas du survivalisme paranoïaque, c'est de la responsabilité civique. Grâce à Thomas, 6 familles du bâtiment ont maintenant de l'eau potable, un repas chaud par jour, un endroit où se réchauffer et des informations fiables via la radio. Marie apprend rapidement. Elle commence à noter tout ce qu'elle aurait dû avoir. À 14h37, le 5e jour, les lumières se rallument, des cris de joie dans tout le quartier. Mais quelque chose a changé. Marie fait immédiatement ses courses, bouteilles d'eau, conserves variées, réchaud camping-gaz, lampes et piles, radio à manivelle, couverture de survie, trousse de premier secours, espèces en liquide à garder à la maison, coût total, 150 €, moins qu'un smartphone. Les pannes majeures arrivent, tempêtes hivernales, canicules saturant le réseau, cyberattaques, accidents industriels, catastrophes naturelles. La moyenne en Europe, une panne significative tous les 5-7 ans dans une région donnée. Se préparer, c'est protéger sa famille, ne pas être un poids pour les secours, pouvoir aider ses voisins et réduire son stress face à l'incertitude. Les 10 essentiels, de l'eau à raison de 3 litres par personne par jour pour 3 jours minimum, de la nourriture non périssable pour une semaine, de la lumière avec lampe LED et bougie, de quoi se chauffer avec vêtements chauds et réchauds, une radio à pile ou manivelle pour s'informer, des produits d'hygiène, une réserve de médicaments pour 2 semaines, de l'argent liquide en petites coupures, des copies des documents importants et un plan d'action clair. Thomas n'est pas un expert survivaliste. Il n'a pas de bunker. Il a juste compris quelque chose de simple. L'autonomie de 72 heures est un cadeau que tu te fais à toi-même. Après, les secours arrivent. L'État s'organise, les choses reprennent. Mais ces 72 premières heures, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, vous avez le luxe du temps. Vous pouvez préparer sans panique, sans peur, sans stress. Vous pouvez apprendre, acheter progressivement, tester votre matériel. Demain, si la panne arrive, vous ne serez pas Marie du jour 1, vous serez Thomas, et vous serez peut-être celui qui aide les autres à tenir. La vraie catastrophe n'est pas la panne d'électricité, la vraie catastrophe, c'est l'impréparation. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. La préparation devrait être aussi normale que l'assurance habitation. En description, j'ai mis une liste de courses complète pour démarrer, avec les prix approximatifs. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et n'oubliez pas, l'espoir, ce n'est pas attendre que tout aille bien. L'espoir, c'est être prêt quand ça va mal. À bientôt.